vous êtes sur RTL. France sur RTL. Buenos días. Namasté. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France comme tous les vendredis. Retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère avec nous ce soir. Juan José Delgado, periodista español. Buenas tardes. Ana Navarro Pedro, da imprensa portuguesa. Boa tarde. Guten Abend, ich bin Leo Glimm, ich bin deutscher Journalist. Bonsoir, Richard Verly du quotidien suisse Le Temps. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, la présidentielle bien sûr et cette menace d'une abstention record. On passera aussi au crible les propositions du candidat Macron, RSA, retraite, comment ça se passe chez vous. Et puis les prix de l'essence, la France est-elle le seul pays à sortir le carnet de chèques pour soulager la facture, à dépenser un pognon de dingue, comme disent certains. Comme chaque idée, il y aura aussi l'idée qu'on pourrait leur piquer coup de projecteur sur une initiative à l'étranger, qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France. Cette semaine, vous le verrez, une mesure radicale, c'est le moins qu'on puisse dire, pour lutter contre le tabagisme. Voilà pour le programme. Ils refont la France, épisode 30, c'est parti. RTL, Eles reconstruem a França. ils refont la France. Com Amandine Bégaud. Et d'abord cette image, l'une des images du jour. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята. C'était cet après-midi ce discours de Vladimir Poutine devant quelques 80 000 personnes réunies dans le stade de Moscou pour célébrer les 8 ans de l'annexion de la Crimée. C'est la première fois depuis le début de la guerre contre l'Ukraine qu'on voit Poutine comme ça, dehors, prendre la parole en public. Il ira, dit-il, jusqu'au bout du plan, ce sont ses mots. C'est quoi, une démonstration de force, une provocation, Léo ? Alors, je pense pas que ce soit pensé comme une provocation, mais que ça fait plutôt partie du plan, justement, parce que la guerre, c'est aussi une guerre de communication, comme on sait. Donc, il y a des tentatives de venir communiquer vis-à-vis des Russes venant de l'Occident. Vous avez peut-être vu le petit clip d'Arnold Schwarzenegger qui a été diffusé à leur attention. Et évidemment, c'est normal, un régime comme celui de Poutine fait de la propagande. De toute façon, ça a toujours été comme ça de tous les temps en temps de guerre. Donc, ça fait partie de la guerre, malheureusement. C'est une réponse aussi peut-être à Zelensky qui poste des messages quasiment tous les jours, Juan José. Alors, on disait qu'il était isolé, et il apparaît à côté des 80 000 personnes. On disait qu'il parlait avec personne, il a parlé avec les Russes. On disait que c'était costard-cravate. Ah bah, lui, c'est col roulé. Donc, on disait qu'il était reclus quelque part dans un endroit caché, on le voit en plein Moscou. Des communications. Il a répondu aux critiques quand on le lance. Et quand il parle qu'il ira jusqu'au bout avec le plan, maintenant, il faut savoir quel est le plan. Parce qu'apparemment, il n'y a que lui qui est au courant de ce plan. En tout état de cause, il avait besoin aussi de montrer à l'Occident qu'il était donc appuyé par son peuple, entre guillemets. Et donc, c'est l'image qu'on a vue en fait cet après-midi. Anna ? Oui, il y a un contrepoint à Zelensky qui est présent un peu partout sur les médias, qui a une très bonne com, mais c'est un pro de la com, lui c'est un acteur au départ. Et il y a quelque chose aussi évidemment cette bonne guerre, hélas, de le dire, mais c'est comme ça. Et puis c'était bien pensé. Et puis surtout, beaucoup de Russes étaient contre cette guerre. Ils ont été pris de court. On le voyait dans les messages des soldats à leur famille. Eh bien, le fait que nous soyons tombés en Occident dans la démonisation du peuple russe, des Russes, de la société russe, de chaque citoyen russe, quel qu'il soit, parce qu'il est russe, jusqu'au point bête d'enlever des supermarchés, des rayons de supermarchés, le thé au goût russe. Eh bien, à partir du moment où nous tombons là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? De l'autre côté, il commence à avoir une réaction genre, ah bon, c'est comme ça, vous ne voulez pas... Alors nous, visiblement, il y a nous, aussi on est certaines avec, personnes qui ont été payées pour être présents dans ce stade, ou des fonctionnaires russes. Richard. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est la manière. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ce que Poutine, à un moment donné, aille à la rencontre du peuple russe, ne serait-ce que pour dire « je suis là, je ne suis pas isolé, je suis à votre tête », etc. Donc ça, ce n'est pas surprenant. Par contre, la mise en scène, un stade, une foule autour de la Crimée. C'est véritablement, là, on est quand même dans une gestuelle qui est vraiment celle d'un dictateur. C'est-à-dire une foule compacte dans un stade et qui a un cri de ralliement, si l'on peut dire, c'est la récupération d'un territoire perdu. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que là, on voit bien la démarche, c'est solidariser le peuple russe non seulement autour de lui, Vladimir Poutine, mais autour d'un objectif, récupération de territoire en Ukraine, la Crimée
et les autres. Alors tout ça, alors qu'en Occident, les images qu'on passe en boucle et qu'on voit, et les récits qu'on fait, notamment sur RTL, sont ceux de Mariupol, de ce désastre, de cet enfer. Notre envoyé spécial, Émilie Beaujard, nous a raconté toute la journée des images hallucinantes de ces gens qui ont fui Mariupol et qui sont complètement hébétés. Certains n'ont pas mangé depuis plus d'une semaine et ont tout perdu. Ça tranche ça aussi, ces images et celles de Poutine. Parce qu'en fait, qu'on n'oublie pas, on est en guerre. Et c'est ça la guerre. Exactement. C'est ça, la guerre, c'est des gens qui font la queue pour aller chercher le pain et puis une bombe qui tombe à côté. Il y a des corps éparpillés. C'est ça la guerre. C'est des soldats, mais c'est aussi des civils. Et je crois que la dernière image de Poutine avant cet après-midi, rappelez-vous, c'était lui prendre le thé avec des hôtesses de l'air d'Aéroflot. C'était ça l'image qu'il avait essayé de montrer aussi. Donc, quelque part, à nous le rôle de montrer quelle est la réalité. À lui, peut-être le temps d'aller jouer devant des fonctionnaires payés et amenés en car pour remplir les stades. Mais la réalité, c'est qu'on est en guerre et que tous les jours, il y a des morts. 23e jour de guerre, et parmi les conséquences en France et ailleurs, d'ailleurs, il y a bien sûr la flambée des prix de l'essence. Le mot La palabra de la semana. de la semaine. Et notre mot cette semaine, c'est résilience, comme le plan de résilience présenté avant-hier par Jean Castex. L'État sera au rendez-vous. Le plan de résilience que je vous présente aujourd'hui a pour première priorité de protéger les ménages et les entreprises face aux conséquences immédiates du choc. Près de 7 milliards d'euros de nouvelles aides pour faire face, entre autres, à la hausse des prix du carburant. Richard, cette semaine, dans votre journal Le Temps, vous avez écrit « Résilience, c'est l'autre nom français du quoi qu'il en coûte ». En clair, dépenser toujours plus, c'est ça ? Bravo. Écoutez, c'est le carnet de chèques à tout va. C'est quand même ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle aide 400 d'État. millions d'euros Voilà. pour les transporteurs. Exactement. Qui prévoyaient de manifester Donc, lundi. la résilience, d'habitude, quand on utilise le mot résilience, c'est la résistance, c'est la capacité à tenir bon. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est la capacité de l'État à mettre des pansements partout jusqu'à l'élection présidentielle. Alors, je dirais, c'est une élection, c'est comme ça, on ne l'a pas vu qu'en France. Dans ce cas précis, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est tenable ? Au fond, est-ce que le plan de résilience, il peut être résilient ? Moi, j'en suis pas sûr du tout, parce que à force de faire des chèques, à un moment donné, quelqu'un présentera l'addition. Et il y a des aides un peu partout en Europe. Léo, en Allemagne, je crois que c'est 11 milliards d'euros rien que pour les ménages. Alors, pour l'instant, c'est 11 milliards. Il va y avoir un deuxième paquet qui va se rajouter. Ça ne va pas atteindre les 30 milliards qui sont déjà engagés en France là depuis le mois d'octobre. Effectivement, c'est une somme massive. Je pense qu'on peut mettre ça en perspective concernant le cas français avec ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron hier, des baisses d'impôts de 7 milliards pour les ménages. Donc 7 milliards de baisse d'impôts prévus pour un second quinquennat contre 30 milliards qui sont engagés depuis le mois d'octobre. 6 mois seulement. Ça donne une idée de à quel point en fait les Français quand même sont relativement bien préservés jusqu'à présent. Seulement ils s'en rendent pas très bien compte puisqu'ils sont préservés, c'est dans la nature des choses. Et on en vient à perdre, pardonnez-moi, la notion presque des milliards. Cette semaine, on vérifiait, par exemple, le budget de la justice, c'est 8,9 milliards d'euros par an en France. Donc 7 milliards, on est presque au niveau de la... si vous faites une comparaison, les 30 milliards annoncés par Jean Castex, c'est 10 milliards de moins que la contribution, enfin la part française du plan européen de relance, 44 milliards. Donc oui, mais vous savez, une chose qu'on découvre tous, en tout cas que moi j'ai découvert comme correspondant étranger en France, c'est que l'argent public, en France, il tombe du ciel. Il n'y a qu'en France que c'est ça, Anna, vous faites... Non, parce qu'au Portugal et en Espagne aussi, il y a eu des mesures, baisse des taxes, de la TVA... En Espagne, si, la TVA à 10% sur l'essence. Oui, mais c'était avant la guerre d'Ukraine, puisque la flambée des prix de l'énergie... Oui, elle a commencé avant, bien sûr. Donc l'Espagne a décidé, effectivement, de descendre à 10% la TVA, qui était une mesure provisoire et temporaire. Mais, par exemple, aujourd'hui, le président espagnol n'a pas encore annoncé un plan de résilience, comme en France, ni 11 milliards, comme ont fait les Allemands aussi. Donc la réalité, c'est ça, notre président, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est de convaincre, avec d'ailleurs le président portugais, de convaincre les Européens de se mettre d'accord pour que tous prennent plus ou moins les mêmes mesures et que ce soit des mesures
européennes et pas uniquement que des mesures nationales de chaque pays. Alors, c'est pas dans les habitudes de la maison au Portugal de donner des sous aux contribuables, mais oui, effectivement, il y a une petite baisse de l'impôt sur les produits pétroliers pour compenser. Et puis, deuxièmement, d'accord avec l'Espagne. Et puis, deuxièmement, ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, tous les mois, tous les contribuables qui feront un plein et qui seront inscrits sur une plateforme, ils recevront un virement sur leur compte de 20 euros. Une sorte de chèque carburant. Directement, pas de chèque, c'est un virement sur leur compte directement. Mais vous savez, c'est très curieux cette histoire en France. L'État a décidé de ne pas vous laisser tomber. Mais elle vient d'où la recette de l'État en France comme ailleurs? Ça, c'est français ou c'est l'élection? C'est français ou c'est l'élection présidentielle, Léo? Alors, il y a deux logiques. Il y a l'élection, bien sûr, et il y a une logique française étatiste de longue tradition qui est d'engager assez facilement la dette. Mais il faut voir aussi que la crise du Covid a donné raison à Emmanuel Macron. Bien sûr. C'est-à-dire, on a maintenu à flot l'économie et c'est ça qui permet d'en ressortir à peu près indemne. 19h29, on va marquer une toute petite pause, Anna, on revient dans un instant et on va revenir aussi sur le programme d'Emmanuel Macron dévoilé hier, plus de 4 heures de conférence de presse, réussi ou pas, vous nous direz ça dans un instant, à tout de suite sur RTL. Die Gentenker Frankrig. Ils refont la France sur RTL. Mais Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. 19h32 sur RTL, deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir toujours Anna Navarro, Pedro, Léo Klim, Richard Verly et Juan José Dorado. Der Vorschlag der Woche. La proposition de la semaine. Ou plutôt les propositions de la semaine. Pendant plus de 4 heures hier, Emmanuel Macron a donc détaillé son programme. Peut-être un mot d'abord de la forme. Léo, vous étiez dans la salle à Aubervilliers avec les autres journalistes. Vous en avez pensé quoi ? Alors, quand on compare à il y a 5 ans, évidemment, donc c'est pas un meeting de campagne, il déroule son programme devant des journalistes, donc il n'y a pas du tout le lyrisme, il n'y a pas le notre projet qu'on avait. Il n'y a pas la promesse aussi de transformer, d'une révolution. Autre absence, d'ailleurs, sur le fond, c'est l'Europe. Par contre, je trouve que, alors, il s'affiche dans une continuité présidentielle, mais en vrai, il est assez radical parce qu'il se situe plus à droite sur plusieurs points clivants, comme la question de travailler pour le RSA ou on va revenir sur chacune des propositions. Mais voilà. Il a endossé l'habit de candidat hier, vous trouvez ou Non, il fait le minimum, il fait ce qui est nécessaire pour être dans la campagne et plus ou moins l'enjamber. Voilà, il n'a pas besoin d'en faire plus. Il fait une campagne à minima, il a plein de raisons de le faire. Voilà. Plus de 4 heures, c'est quand même très long, Richard. Oui, bon, c'est sa manière de faire. Rappelez-vous, il l'avait fait pendant le grand débat. C'est ainsi qu'il avait en quelque sorte réussi à clore la crise des Gilets jaunes en allant au-devant des élus locaux, notamment, mais lors de très grandes conférences. Non, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il en rajoute dans le président. C'est-à-dire, je connais les dossiers, je les connais dans le détail, il rentre dans la complexité de chaque dossier. Et ça, il est très fort pour ça. Et bien évidemment, de ce fait, il marque une différence avec les autres candidats qui ne sont pas aux affaires. Et je crois que ça va être sa stratégie jusqu'au bout. C'est de dire, finalement, vous pouvez me confier les clés de la maison, parce que la maison, je la connais et je la dirige. Alors, Juan José, un mot ? Non, vous parliez des présidents ou des candidats, mais nous, on fait son jeu, puisqu'on le présente souvent comme le président-candidat. Oui, mais il est président et on est dans une situation mais hier, il était candidat et on le candidat hier ? Non, c'est-à-dire techniquement, il était candidat hier. Mais en le regardant, je me suis dit, il aurait pu faire ça depuis les lycées. Ah non, en compte de campagne, on ne peut pas. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il aurait pu faire la même chose à le même discours. Comme à l'époque où il réunissait 500 journalistes pour une conférence de presse multitudinaire. Il aurait pu faire la même chose. Bon, hier, il était entre guillemets candidat, mais il ne l'a jamais été, il ne le sera pas du tout. D'ailleurs, il n'y aura pratiquement pas de meeting, hormis celui à Paris quelques jours auparavant. Dans la presse étrangère, certains ce matin disaient que c'était un discours de politique générale, en fait. Anna. Oui, tout à fait. Et puis, il y a quand même quelque chose dans ce refus. Vous connaissez la petite blague là qui court un petit peu en France. Maintenant, c'est oui, Macron, il refuse d'être candidat au premier tour. Il ne sera candidat qu'au deuxième tour. Donc, oui, et c'est un peu ça. Mais toute la question, c'est en refusant d'être candidat au premier tour, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se demander, mais il y a peut-être un manque de courage de se confronter aux autres candidats. Parce qu'on a vu quand il est allé au Parlement européen et qu'il y avait les élus français. Yannick Jadot notamment,
gens qui... Oui, ça a été dur. Et il ne prête pas de compte sur son quinquennat, là, pour le premier tour. Et personne ne lui demande des comptes sur son bilan. Après, aucun président sortant qui se représentait n'a jamais fait de débat. Et en fait, on a été mal habitués parce qu'en 2017, il n'y avait pas de candidat sortant et donc il y a eu débat. Ouais. Bon, on va passer au crible, si vous voulez bien, 2 réformes. Celle du RSA d'abord. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir. Vu de l'étranger, ça vous semble logique, normal, de conditionner comme ça revenu minimum et travail, 15-20 heures par semaine, Juan José? Quand il explique ça, vous disiez c'est plus ou moins normal. Et là, je me suis rappelé, mais est-ce que quand il a présenté la réforme du chômage, il a entre guillemets stigmatisé les chômeurs? Comme si les chômeurs restaient chez eux à rien faire. Est-ce que les gens qui touchent le RSA passent sa journée chez eux à rien faire? Non, ils ont aussi besoin du temps pour aller chercher du boulot. Aller à droite, aller à gauche, essayer de trouver un boulot. Donc, quelque part, il stigmatise les gens qui touchent le RSA. Mais je vous dirais, c'est normal, de toute façon, ceux qui touchent le RSA ne votent pas, a priori, pour Macron. Donc, son électorat, il va être extrêmement content des mesures comme celle-ci. Mais pour moi, sincèrement, il est allé peut-être un peu trop loin, même s'il n'applique pas après. Léo? Oui, alors, je suis allé récemment dans un coin de France où il y a pas mal de gens qui vivent de minima sociaux, un coin du Grand Est. Et le problème, c'est que si, à partir d'un certain moment, les gens arrêtent de chercher du travail quand il n'y en a pas. Alors, moi, effectivement, je trouve que c'est une mesure dure, mais ça peut être une bonne mesure si elle sert, par exemple, à former. Parce que il y a quelque chose d'essentiel, c'est en fait de se remettre sur pied. Quand vous êtes au fond du trou, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous remettre debout. Et c'est peut-être là. Donc vraiment, tout dépend de comment cette mesure est mise en œuvre pratiquement. Ça suppose un vrai accompagnement, quand je vous entends. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas juste dire à ces gens-là que vous avez croisés en reportage, juste leur dire, bah non, maintenant vous allez trouver, vous débrouillez pour trouver les 15-20 heures. Ça ne marchera pas. Moi, je trouve qu'en effet, on ne peut pas comme ça dire... enfin, le minimum social, c'est un minimum social. C'est pas contre de l'argent. Ça existe ça, dans vos pays, Alain? Ça existe. Et c'est avec une contrepartie des RSA, mais il n'y a pas de contrepartie parce que s'il y a une contrepartie comme ça, c'est mettre le salaire minimum beaucoup plus bas. Les salaires horaires de quelqu'un qui va travailler pour RSA, ce sera beaucoup plus bas que le salaire horaire du salaire minimum. Donc non, ça n'existe pas et ça, c'est quand même risqué parce qu'ils vont occuper des postes qui sont peut-être occupés par d'autres personnes. S'il n'y a pas de mesure d'accompagnement et il n'y a pas de structure en France pour l'instant pour cela, c'est quand même une mesure un peu risquée, mais électoralement, comme disait mon confrère espagnol, payante. Oui. Richard, un mot. Le système social suisse est beaucoup moins généreux que le système français, donc ça ne vous étonnera pas que, vu de Suisse, c'est une mesure qui apparaît normale, voire timide, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Ce qui est certain, c'est que le système tant d'allocation chômage que de RSA en France a beaucoup de problèmes. Il est sans doute trop lourd, il doit être repris, réorganisé. L'idée du guichet unique, du coup, voilà. Ça, c'est de la simplification. Sur le fond, ce qui est très frappant, c'est qu'avec cette mesure, Emmanuel Macron fait du Nicolas Sarkozy avec un vocabulaire plus, je dirais, il a utilisé le mot dignité, notamment. Il fait plus attention aux mots. Mais la méthode est la même, c'est de dire aux gens, réveillez-vous, travaillez. Travaillez plus, il l'a répété plusieurs fois. Oui, moi j'avoue que, encore une fois, quand on prend un peu de distance, et si vous regardez la France, deux pays qui ont la réputation d'être frugaux, on va prendre par exemple les Pays-Bas, la Suisse, etc., ça nous paraît assez normal. Travailler plus, c'est aussi plus longtemps. On va reparler juste après la pause. Cette retraite à 65 ans, normal ou pas d'après vous? À tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France et avec nous toujours ce soir Ana Navarro Pedro, Léo Klim, Richard Verly et Juan José Dorado. On continue à passer en revue les réformes, les propositions plutôt du candidat Macron présentées hier. La deuxième mesure sur laquelle je voulais vous entendre, c'est la réforme des retraites.
Nous sommes dans une société qui vieillit, c'est une chance, c'est une force de nos sociétés où on améliore le soin, la prévention. Il est donc normal, surtout compte tenu aujourd'hui de la nature des comptes publics, de la réalité, que nous travaillons plus. La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement jusqu'à 65 ans. La retraite à 65 ans, alors ça fait hurler à gauche notamment. Une majorité de Français sont sans doute aussi contre. J'ai retrouvé un sondage publié par le Journal du Dimanche le mois dernier où plus de 70% des Français étaient favorables au retour à la retraite à 60 ans. On en est loin. Vous dites quoi ? C'est courageux de la part d'Emmanuel Macron ou c'est indispensable, Léo ? En Allemagne, on est à 65 ? Alors, on passe progressivement jusqu'à 67. Là, je pourrais pas vous dire exactement où on en est aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, on allonge. Moi, la proposition ne me choque pas, mais clairement, c'est encore comme sur le RSA, une proposition qui s'adresse à un électorat qui n'aura pas à en supporter les conséquences. Donc voilà, c'est assez facile d'être pour l'augmentation de l'âge de la retraite quand on est à la vous retraite. êtes vous-même déjà à la retraite, ou alors vous n'aurez pas de problème de travailler jusqu'à la retraite. Et c'est ça le fond du problème en France, c'est qu'il y a un taux d'emploi très bas pour les seniors, et au-dessus de 60 ans, par exemple, en France, vous n'avez plus qu'à peu près 30% de la personne qui en âge de travailler qui le fait encore, alors qu'en Allemagne, c'est 60%. Et donc, voilà. Donc, de fait, ça veut dire évidemment renier sur les retraites quand vous augmentez l'âge des retraites. En même temps, la France est extrêmement généreuse. Vous restez très longtemps à la retraite puisque vous vivez vieux en France, c'est très bien. Et aussi, c'est un des très rares pays de l'OCDE qui a en fait un niveau de retraite en euros qui est égal ou supérieur au salaire moyen des Français. Donc c'est énorme. Évidemment, c'est compliqué de financer ce système dans la durée. Il y a aussi de toutes petites retraites en France. Il y a aussi des toutes petites retraites. Tous les candidats d'ailleurs proposent une retraite minimum. On est appelé à parler en comparaison avec nos pays. Et donc, quand je compare à l'Allemagne, les petites retraites françaises sont toujours plus élevées que les petites retraites allemandes. Ah, d'accord. Et pas que les portugaises ? Non, les portugaises sont beaucoup plus basses, évidemment. Mais au Portugal, on aimerait bien que l'âge de la retraite vienne à 65 ans. Parce que nous, c'est beaucoup plus. C'est en ce moment 66 ans et 4 mois et ça vient de baisser. Mais c'est fluctuant chez vous, c'est ça. Alors ça dépend de quoi, parce que nous, c'est déterminé, l'âge de la retraite est déterminé depuis environ maintenant plus de 10 ans. C'est déterminé en fonction de l'espérance de vie après 65 ans. Donc là, l'espérance de vie a baissé, donc du coup, on baisse l'âge de la retraite. A baissé, donc pour l'année prochaine. La retraite baisse aussi. Elle peut augmenter. Au départ, vous savez, c'était déterminé en fonction du nombre de naissances et de ceux qui pourraient financer la retraite par mutualisation. Et puis, on a changé parce que nous baissons vraiment beaucoup le renouvellement de la population. 65 ans, c'est l'Espagne ? Voilà, donc on n'avait pas été surpris parce que nous, c'est déjà à 65 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez nous ? On a décidé qu'au lieu d'allonger, pour l'instant, l'âge de la retraite, on va allonger le temps des cotisation. Et là, on va passer des 37 ans 8 à 38 ans 8. Donc ça dépend de l'âge auquel on a commencé à travailler. Pour avoir un taux plein à la retraite à 65, il va falloir travailler plus d'années, donc 1 an pour l'instant. Mais quand j'entendais hier, j'allais dire François Hollande. Non, Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûre que ça lui ferait très plaisir, ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs. Emmanuel Macron, il avait le même discours sur la retraite qu'avant de présenter justement la retraite à points. Donc, c'était les mêmes arguments. Bon, là, il s'est rendu compte que la retraite à points, apparemment, ça passera jamais. Donc, voilà, on va allonger. Mais bon, je pense que c'est plus ou moins naturel, effectivement. L'Espagne est déjà à 65 ans. Donc, 65 en Espagne, 66, Richard, en Suisse. Alors, 65, mais avec une initiative populaire, c'est-à-dire pour obtenir un référendum et passer à 66 pour les hommes. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est 65 ans pour les hommes, 64 pour les femmes. Et le vote qui aura lieu bientôt soumettra au peuple suisse la question de savoir s'ils veulent passer à 66 ans pour les hommes et à 65 ans pour les femmes. C'est incroyable, les Suisses. On est frugaux et masochistes. C'est incroyable. Vous parliez de vote, justement, notre chiffre de la semaine.
La cifra della settimana. Le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 29. 29%, c'est la part des Français qui pourraient tout simplement ne pas aller voter le 10 avril prochain. Résultat de notre sondage BVA pour RTL et Orange. Si ça se confirme, ça voudrait dire que le taux d'abstention dépasserait le record du 21 avril 2002, 28,4% à l'époque. C'est un vrai risque d'après vous, Richard. Vous écriviez cette semaine, je vous ai beaucoup lu dans Le Temps, vous avez vu cette semaine, rien de pire qu'une présidentielle pliée. C'est ça qui explique cette abstention potentielle ? À mon avis, très largement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, le fait qu'on a l'impression que c'est déjà fait, en tout cas pour la qualification au second tour. Comme le disait tout à l'heure Anna, Emmanuel Macron d'ailleurs ne fait peut-être que déjà une campagne pour le second tour. Mais il y a autre chose, c'est que tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas voir Emmanuel Macron reconduit pour un second mandat, finalement, ils n'ont peut-être pas envie d'aller voter pour des candidats qui seront, selon eux, battus. Donc il y a un effet, il y a un double effet, je dirais, un peu de délaissement des urnes, de délaissement du processus démocratique. Léo. C'est là qu'il y a le parallèle avec le 21 avril 2002, c'est-à-dire que l'abstention a été forte parce qu'il y avait toute une grande partie de la population, c'est-à-dire l'électorat de gauche, qui ne se reconnaissait pas dans les candidats. Donc là, c'est pareil, vous avez une démobilisation. Mais je trouve que le sondage a un renseignement très alarmant aussi, c'est que il montre que c'est les personnes qui sont les plus préoccupées par la préoccupation numéro 1, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, qui sont le moins intéressés par l'élection. Ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à la politique pour résoudre ce problème. Et ça confirme des choses que j'entends en parlant avec des Français, notamment avec la classe, les trentenaires français, qui ont de bons emplois en règle générale, enfin qui ont un peu galéré pour en avoir, mais qui sont maintenant lancés dans la vie. Et ils disent, ils ne font pas voter. Et ils ont parlé entre eux, même en s'invitant les uns chez les autres et en discutant d'une façon posée, d'une façon délibératoire presque entre eux. Et ils disent, ils ne s'intéressent pas à nos problèmes, nous ne nous intéressons pas à eux. Et je suis ébahi d'entendre ça et de dire non, ils sont des gens qui sont allés voter à 18 ans et qui gardent un souvenir ému de leur premier vote et disent là on va pas voter parce qu'ils ne parlent pas de nos problèmes et de nos préoccupations. Et ça peut poser problème quand même. Oui, ça peut poser problème, mais il y a 3 semaines ici même, je vous disais que pour moi, avec le début de la guerre, la campagne présidentielle était morte, qu'il n'y avait plus de campagne. D'ailleurs, on était avec Richard et qu'elle allait commencer au 12e tour parce qu'on allait retrouver avec cette guerre Emmanuel Macron à 30%. Ouais, enfin, sauf que le deuxième tour, il y a le premier et pour choisir... Aujourd'hui, il est à 30-31. Ce qui fait que, par contre, et paradoxalement, on peut se retrouver avec une mobilisation de la gauche, justement parce qu'Emmanuel Macron est très haut, et donc, ceux qui n'allaient pas voter vont se dire, mais peut-être qu'il va falloir y aller, et pas pour Anne Hidalgo, pas pour Yannick Jadot, mais peut-être pour Mélenchon, qui est en train de démonter petit à petit. Justement. Juste un tout petit mot, Léo. Oui, si avec ce que Macron veut faire sur les retraites et le RSA, la gauche ne se mobilise pas, vraiment, on ne peut plus rien faire pour elle en France. Allez, on marque une toute petite pause. Dans un instant, l'idée qu'on pourrait leur piquer avec Arthur Asquin, tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Dernière partie d'Ils refont la France et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Comme chaque semaine, Arthur, vous nous présentez 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait ou pas dupliquer ici en France. On va commencer avec le Danemark. Oui, et le gouvernement danois a annoncé cette semaine un plan pour que les nouvelles générations ne fument jamais une cigarette de leur vie. Alors tout simplement, le pays envisage d'interdire la vente de produits à base de nicotine à toutes les personnes nées à partir de 2010. Donc qui ont 12 ans aujourd'hui. Voilà, qui ont 12 ans aujourd'hui, elles pourront jamais acheter de tabac, même quand elles seront majeures, parce qu'au Danemark, comme en France, il faut être âgé de 18 ans pour acheter des cigarettes ou des cigarettes électroniques. Alors 64% des personnes interrogées dans un sondage sont favorables à ce plan. La Nouvelle-Zélande appliquera un programme similaire à partir de 2027 et le Danemark prévoit aussi de relever l'âge légal pour acheter de l'alcool à 18 ans contre 16 aujourd'hui. Autre idée, cette curieuse manière de calmer les pleurs d'un enfant en avion. Oui, les petites comme les grosses crises de larmes, c'est toujours une situation un peu délicate pour les parents comme pour les autres passagers. Mais au cours d'un vol Dubaï-Tirana, en Albanie, les personnes à bord ont choisi une méthode originale pour apaiser l'enfant. Le petit garçon pleurait, s'énervait
dans les bras de son père. Les passagers ont alors chanté Baby Shark, le tube mondial bien connu des enfants. Bon, à titre personnel, vous connaissez bien Amandine. Oui. Ça rentre dans la tête. Moi, je l'ai dans la tête depuis cet après-midi, c'est incroyable. Bon, et ça a marché parce que le garçon a arrêté de pleurer pour regarder tous les adultes chanter en chœur cette belle chanson. Et depuis sa diffusion le 10 mars, la vidéo cumule plus de 7 millions de vues sur le réseau social TikTok. Et c'est sympa parce que, sincèrement, quand on est parent et qu'on a un bébé qui pleure dans un avion ou dans un train, tout le monde vous regarde. D'habitude, c'est la honte. Là, ça fait un peu de soutien. Vous choisissez quelle idée, juste très vite? Le tabac, c'est... Non. Léo, vous choisissez le Baby Shark. Anna aussi. Bien sûr. Et la chanson, elle est l'avion qui remporte tous les suffrages. Je voulais vous parler d'une institution américaine qu'on a appliquée ici en France, le beer test. Aux États-Unis, à chaque élection, on demande aux électeurs avec qui ils préféraient boire une bière. L'idée, c'est pas de mesurer bien sûr les intentions de vote, mais le degré de convivialité. Alors l'IFOP a fait ça cette semaine ici en France. À votre avis, qui gagne? Vous avez regardé les résultats? Oui. C'est Jean Lassalle qui arrive en tête, 39%. Deuxième, Emmanuel Macron. Troisième, Marine Le Pen. Et Anne Hidalgo est la bonne dernière, nous dit l'IFOP, avec 14%. Ça vous étonne pas? Une bière avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est folklorique. Ce qui me surprend, c'est que ce soit prendre une bière. J'aurais plutôt cru prendre un pastis ou un verre de rouge. Non, ils ont fait le beer test. Le verre de rouge, c'était avec Fabien Roussel. Jean Lassalle, mais j'ai pris une bière avec Jean Lassalle. Et alors? Il y a un an et demi, c'était à l'ambassade d'Espagne. Oui. Il y avait un groupe, lors d'un événement, il y avait un groupe de journalistes. Il s'est approché et il nous a dit: je suis Jean Lassalle, je peux me joindre à vous. Et donc, il a bu une bière avec nous à l'ambassade d'Espagne. Et c'est vachement intéressant quand vous êtes avec lui. Oui, il raconte beaucoup d'histoires. Bon, un grand merci à tous les 5. Richard, je voulais signaler votre livre qui vient de sortir, La France contre elle-même. C'est finalement un sujet dont on parle presque chaque semaine dans cette émission avec vous, les correspondants de la presse étrangère, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui. Finalement, d'un mot, Mais c'est surtout c'était pour raconter le long de la ligne de démarcation le fait que la France résiste beaucoup mieux qu'on ne le croit. Et au moment où elle a été vraiment menacée de disparition en 1940, elle n'a pas disparu. Donc c'est une ode à la résilience française dont on a parlé tout à l'heure, mais pas celle du carnet tchèque, celle des Français. La boucle est bouclée, c'est aux éditions Grasset et c'est signé Richard Verdier. Un grand merci, à très vite. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Sébastien Rouxel.